Bonjour Vincent Balès, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général France de Skyborn Renewables, entreprise d'origine allemande, basée à Brême, environ 350 salariés aujourd'hui. Votre métier, c'est l'éolien offshore, l'éolien maritime. Pour peut-être, j'ai donné 2-3 chiffres, c'est combien de pays, vous êtes présent dans combien de pays? Quelle région du monde se développe le plus aujourd'hui? Alors, nous avons commencé l'éolien en mer en 2000, donc il y a plus de 20 ans, oui. Et nous sommes présents dans une quinzaine de pays. Historiquement, le cœur de l'éolien en mer, c'est vraiment l'Europe, et donc c'est le cas également pour Skyborn, donc les pays européens, l'Allemagne, la mer Baltique, la France. Et depuis 3-4 ans, il y a une accélération de la transition également énergétique et de l'accès à l'électricité en Asie. Donc c'est également le cas pour Skyborn. Nous sommes très présents à Taïwan, Japon, Corée du Sud, Vietnam. Alors, si on fait un focus européen, la France, même si c'est en train de bouger, est quand même très en retard par rapport à d'autres pays. Je vais citer les Pays-Bas, je vais citer le Royaume-Uni, qui sont sans doute les premiers pays au niveau européen. Comment vous expliquez ce retard? Vous avez le recul du temps et de l'expérience pour nous l'expliquer. C'est vrai qu'on travaille sur l'éolien en mer depuis quelques années en France. Le premier appel d'offres dont on voit les premiers parcs aujourd'hui sortir de l'eau a été initié en 2010-2011. Et nous faisons partie depuis le début de cette aventure. Ça a mis beaucoup de temps. Alors, il y a deux raisons à ça. Déjà, la France est partie plus tard que les autres voisins européens, parce que c'était moins nécessaire d'engager sa transition énergétique à l'époque. Il y avait un équilibre énergétique qui faisait que c'était moins nécessaire de l'engager. Grâce au nucléaire, notamment? Avec le nucléaire, tout à fait. Et d'autre part, les premiers parcs qui mettent toujours plus de temps. C'est ce qu'on a pu également voir chez nos voisins européens. Les premiers projets mettent un peu plus de temps. Tout l'enjeu, c'est pour les suivants d'aller plus vite, de tirer les enseignements de ces premiers projets. Mais est-ce qu'on n'a pas pris un peu la question à l'envers en France? C'est-à-dire que dans d'autres pays, on a commencé par nationalement et puis région par région définir les zones, se mettre d'accord avec les riverains, les pêcheurs, enfin toutes les parties prenantes sur les zones, et après on a lancé les appels d'offres. Est-ce qu'on n'a pas pris les choses à l'envers? Là, vous touchez du doigt vraiment le cœur du sujet ou du problème, cette planification de l'espace maritime. En fait, aujourd'hui en France, les appels d'offres en cours se font un petit peu un par un, à la suite les uns des autres, sans qu'il y ait eu ce travail global de fait. Alors, il y avait néanmoins eu un travail global de fait en 2010-2011 pour le premier appel d'offres. Donc il y a 6 projets qui avaient été identifiés, lancés, mais depuis, c'est au coup par coup et zone après zone. C'est un axe de travail vraiment essentiel pour accélérer ce développement de l'éolien en mer. Si on regarde un peu le mix énergétique français, chiffre de 2021 que j'ai pu trouver, on est à 69% de nucléaire, 12% d'hydraulique, 7% de thermique fossile, 7% d'éolien, 3% de solaire, 2% de thermique renouvelable. Il y a cette loi de transition énergétique qui a été présentée la semaine dernière en Conseil des ministres, qui prévoit évidemment d'augmenter la part des énergies renouvelables dans ce mix énergétique. Est-ce que vous la trouvez suffisamment ambitieuse, cette loi? Alors, le premier point, c'est l'ambition et l'intention de cette loi, accélérer le développement des énergies renouvelables. Et ça, c'est vraiment une nécessité. Dans quel contexte on se situe? Le premier contexte, c'est les accords de Paris, 2 degrés, et arriver à 2050 à une économie décarbonée. Pour ce qui est de l'énergie, économie décarbonée, ça veut dire baisser notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, dans notre mix énergétique, vous avez donné des chiffres pour l'électrique, mais dans le mix énergétique, il y a encore énormément de fossiles. Énormément d'énergie fossile, c'est 2/3. Donc ça pose un problème pour le CO2. Ça pose aussi un problème de dépendance que nous vivons aujourd'hui dans cette guerre avec l'Ukraine, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'une dépendance aux énergies fossiles. Donc, l'ambition, c'est véritablement d'augmenter les énergies renouvelables, de baisser la consommation énergétique et d'augmenter fortement les énergies renouvelables. Et donc, cette loi doit le permettre. Est-ce que, alors si ça c'est le principe général, si on rentre un peu dans le détail, est-ce qu'il y a des freins qu'on pourrait lever encore? Alors,
dans cette loi, je vous ai parlé de l'intention qui est louable et que nous saluons. Ensuite, il y a les éléments qui sont dans la loi et qui sont positifs et les éléments qui ne sont pas dans la loi et que nous aimerions néanmoins qui sont nécessaires pour accélérer. Qu'est-ce qui manque alors ? Qu'est-ce qui manque ? Alors déjà, pour ce qui est dans la loi, le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, la planification maritime est dans la loi. Donc ça, c'est très bien. Il y a quelques ajustements à faire parce que c'est vraiment un travail national qui doit être fait plutôt qu'un travail par façade dans un premier temps. Mais là, on est un petit peu dans un ajustement par rapport à ce qui est dans la loi. Deuxième volet qui est dans la loi, c'est au niveau des procédures. On parlait du temps long tout à l'heure. Les premiers parcs français ont mis 10 ans à sortir de l'eau. Dans ces 10 années, il y a en gros 8 années de procédure, 2 années de construction. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ces 8 années de procédure, l'objectif c'est de réduire ça, optimiser, sans sauter des étapes, mais optimiser le processus. Donc là, il y a des choses dans la loi aujourd'hui. Nous faisons, Skyborn, la filière, des propositions pour affiner un petit peu ça. Les éléments qui ne sont pas dans la loi et qui ne sont pas de l'ordre du législatif, donc ils n'ont pas vocation à rentrer dans la loi, mais qui sont aujourd'hui un frein au développement de l'éolien en mer à la vitesse souhaitée. C'est vraiment les moyens pour mettre en œuvre cette filière. C'est une filière... On parlait tout à l'heure de l'énergie renouvelable qui, à 2050, permettrait d'arriver à une énergie décarbonée. Très fort développement de cette filière. Ce sont des grands projets dont on parle. Le projet de Fécamp, par exemple, c'est un investissement de 2 milliards d'euros. Donc, c'est des grands projets qui doivent être pilotés, des procédures très, très importantes par rapport à ça. Il faut des moyens pour piloter ça, des moyens au niveau national pour l'État, dans les administrations qui pilotent ça, et également au niveau des façades, au niveau des régions. Les personnes en place sont de très grande qualité, mais en nombre insuffisant pour faire face à l'ambition de cette filière et à la nécessité de cette transition énergétique. Ce projet de Fécamp, justement, c'est quoi ? Quelle capacité de production ? Je crois que quand il sera en exercice, il deviendra à date le plus puissant de France, c'est ça ? Alors, en fait, c'est un projet qui vient du premier appel d'offres. Dans le premier appel d'offres, donc ces 6 projets faisaient tous 500 mégawatts. D'accord. Donc, en ordre de grandeur, c'est une demi-tranche de centrale nucléaire, 500 mégawatts. En termes de production, on est sur l'équivalent de la consommation domestique de 750 000 personnes. Un parc comme ça, c'est la consommation domestique d'un département français moyen. Pour ce qui est de la Seine-Maritime, le parc de Fécamp est en Seine-Maritime. C'est un département un peu plus grand, donc on est sur 60% de la consommation du département. Et si on compare l'éolien maritime et l'éolien terrestre, quels sont les avantages de l'éolien maritime ? Alors, c'est plus efficace ? Déjà, en préambule, ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est pas le choix entre l'un ou l'autre. Oui, et dans il faut développer les deux. Voilà, c'est ça. Dans le mix des renouvelables, il faut faire et du maritime, et du terrestre, et du photovoltaïque. Les atouts du maritime, c'est que d'une part, on va se situer loin des habitations. Les premiers parcs, c'est 12 km des côtes. Les prochains, ça sera 20 km. La technologie évolue, donc 20 km, 30 km. Donc, on se situe loin des côtes, loin des habitations. Premier point. Donc, plus acceptable par les riverains. Donc, faut le voilà. dire aussi, parce que c'est souvent un frein qui s'exprime. Exactement. Le sujet de cohabitation et plus fonctionne mieux. Le deuxième volet, c'est la nature des vents. C'est les vents marins pour toute personne qui a un petit peu navigué, un petit peu passé du temps sur la mer. On sait que les vents marins sont plus stables, plus constants, et ça permet en fait de produire beaucoup plus d'électricité. Les pales d'éoliennes vont pouvoir être plus longues sur une même à partir d'un même mât d'éolienne, on va mettre des pales d'éoliennes plus longues qui vont capter plus de vent. Et in fine, avec une même puissance d'éolienne, on va produire 2 fois plus d'électricité. Donc c'est ça le véritable enjeu de l'éolien en mer, c'est produire beaucoup plus avec moins d'éoliennes in fine. Dans les choix du gouvernement, il y a un soutien à 50-50 entre le nucléaire et le renouvelable. C'est le bon équilibre ? Alors, il y a plusieurs scénarios qui ont été développés par RTE. Dans sa projection, encore une fois, l'objectif, c'est 2050, zéro carbone dans notre production énergétique. Donc le 50-50... Il nous reste 30 secondes. Oui, d'accord. Le 50-50 répond à ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir développer les deux
et du nucléaire et des renouvelables, parce que pour pas être déséquilibré sur l'une ou sur l'autre. Merci beaucoup Vincent Ballès, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré au tourisme responsable.